Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre, soyez les bienvenus sur Radio JM pour le journal économique. Ce rendez-vous, vous le connaissez, c'est chaque premier jeudi du mois en partenariat avec l'UPE 13. Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour. On a de nombreux sujets à voir ensemble. Comme toujours, beaucoup d'actualités. Il se passe beaucoup de choses quand même. Hein. Vous êtes le président de l'UPE 13 et chaque mois avec vous, on balaye un petit peu, en tout cas les grands sujets de l'économie. Et nous allons commencer ensemble avec évidemment l'écotaxe. On va écouter Pierre Ballard qui est président du MEDEF 29, c'est-à-dire Bretagne. On écoute ce qu'il dit sur l'écotaxe. On est à bout et qu'il est hors de question que ça continue. Donc maintenant l'écotaxe, on nous l'enlève et on s'occupe de nos problèmes. On n'est pas là parce qu'on a envie d'être désagréable, c'est parce qu'on est très inquiet pour notre avenir. C'est que de l'inquiétude. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup montré de cette révolte bretonne, les fameux bonnets rouges. On a montré surtout les ouvriers dans la rue, les salariés. On a assez peu parlé du patronat et pourtant quand on entend Pierre Ballard, la colère est générale. Je crois que tout le monde est à bout. Il y a un vrai ras-le-bol fiscal, il y a un vrai ras-le-bol tout court. Tout le monde se bat pour s'en sortir. Qu'on soit au niveau des entreprises, on se bat pour maintenir les emplois. Au niveau des salariés, au niveau des collaborateurs, tout le monde se bat pour maintenir son emploi et pour sauver son entreprise. Parce que maintenir son emploi, c'est aider l'entreprise à s'en sortir. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont nos gouvernants, qui eux ne comprennent pas, qui eux sont complètement hors sol et hors terre, et qui continuent à augmenter les taxes au lieu de réduire les dépenses. Voilà, donc... il y a un vrai ras-le-bol fiscal, c'est pas nouveau, je vous l'ai dit sur cette antenne. Ce qui veut dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, mais enfin ça a été voté, c'est un projet de l'UMP. Vous savez, toutes les taxes ont été votées. Et quel que soit le gouvernant d'ailleurs, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, le ras-le-bol fiscal, il monte depuis un certain temps. C'est pas exclusivement ce gouvernement, il amène la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ça fait des années qu'on en est là, ça fait 40 ans qu'on est en déficit sur nos budgets et qu'on les finance exclusivement en augmentant les taxes. Aujourd'hui, on a atteint un niveau record, historique, qui est supérieur à tous les autres pays d'Europe, et ce n'est plus possible. Chaque fois qu'on augmente une taxe ou qu'on augmente un impôt, on tue de l'emploi. Donc c'est plus possible. Et tout le monde est au bout, du bout. Moi, je dis depuis septembre que la révolte gronde, elle est en train d'arriver. Les révoltes dans ce pays ont toujours été des révoltes fiscales. Et on est en train de la démarrer. Elles ont souvent démarré, les chroniqueurs le disent, de Bretagne. Je crois qu'il faut vraiment mesurer la gravité de la situation. On est là, en face d'une vraie situation explosive, mais pas que des entrepreneurs, vous l'avez dit, des salariés, de monsieur et madame tout le monde. Il y a un ras-le-bol général. 15 milliards de taxes encore de plus. 15 milliards de taxes encore depuis le début de cette mandature. 2,5 milliards de plus en 2014 pour les ménages, 2,5 milliards de plus pour les entreprises, ça va faire 20 milliards. Ça fait beaucoup. C'est pas raisonnable. Mais cette écotaxe, elle existe dans d'autres pays d'Europe, elle existe en Allemagne. Qu'est-ce qui la différencie de la nôtre? Mais le problème, c'est qu'elle existe en Allemagne. D'abord, elle n'existe pas dans toute l'Europe. Donc non, déjà, il faudrait qu'on arrive à comprendre. D'abord, il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un village qui est mondial. Et qu'à minima, il faudrait que quand on prend des mesures, on les prenne au niveau de l'Europe, de façon à ce qu'il y ait une concurrence qui existe. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on lit le journal ce matin, on voit bien qu'il y a des problèmes de concurrence européenne. Deuxième élément, c'est que cette écotaxe, on peut discuter de l'intérêt ou pas l'intérêt. La question, elle n'est pas là. Aujourd'hui, elle a été créée avec un but politique. Faire plaisir à un groupe de citoyens. On va appeler ça les Verts. OK. Mais on peut en discuter. Mais la question, c'est que c'est une taxe supplémentaire qui vient se rajouter à une situation qui est insupportable. Quand vous êtes en train de vous battre pour votre survie, et qu'on vient vous en mettre un coup de plus sur la tête en vous prenant encore un peu, c'est insupportable. Parce qu'au fond, dites-vous bien une chose, c'est que les entreprises, elles vont devoir la répercuter. Elles vont la répercuter sur qui? Alors tout ou partie, mais sur les consommateurs. Et les consommateurs, ils n'ont plus le moyen. Donc on va encore diminuer ce qu'on va pouvoir consommer et ce avec quoi on va pouvoir vivre. Ce n'est plus possible. Il faut dire tout simplement à nos gouvernants, ça suffit, il faut baisser les dépenses de l'État, il faut baisser le train de vie de l'État, il faut choisir, il faut faire des choix. On ne peut pas continuer à dépenser dans tous les secteurs, il faut être efficace. Efficace, écoutez, il faut diriger ce pays en bon père de famille en tout cas. Exactement. Alors, vous dites, il faut le dire, ça se tombe bien. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault vient à Marseille, il restera d'ailleurs demain également. Donc le Premier ministre vient pour faire des annonces. C'est en tout cas ce qu'a affirmé et réaffirmé Samia Ghali, puisque tous les candidats aux primaires PS l'ont rencontré à Matignon mercredi. Vous d'ailleurs, vous le rencontrerez demain avec les acteurs principaux du monde économique de notre territoire. Alors, quel message en tant que président de l'UPE 13, mais aussi quel message vous en tant qu'acteur dans le secteur de l'immobilier, puisque c'est votre secteur professionnel? Alors, président de l'UPE 13, les messages pourraient être nombreux, mais a priori, la venue du Premier ministre est basée et focalisée sur la création de la métropole et les mesures pour améliorer l'emploi, l'économie et les dysfonctionnements de ce territoire.
Donc sur ce message-là, on a un message qui est très simple, c'est de dire on a, nous, sur ce territoire, sur Marseille en particulier, une population jeune plus importante que dans les autres grandes villes françaises, ce qui doit être une chance. Ça ne va pas être un danger, ça ne va pas faire peur, mais ça va être une chance. Ça doit être une chance, donc ça veut dire qu'il faut que pour ça, on s'en occupe, on fasse ce qu'il faut pour que ça nous donne un avantage. Et donc nous, on dit maintenant depuis plusieurs mois, on n'a pas attendu la venue du Premier ministre, mais depuis le mois de juin, on prône pour la création d'une grande zone qui ferait au moins la moitié de Marseille, donc le 2e, le 3e arrondissement, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, sur laquelle on aurait une action spécifique de l'État qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Une action où on fait des efforts importants en matière de formation pour corréler la formation aux besoins des entreprises. En matière de formation initiale, avec des classes allégées, avec des éléments pour avoir un niveau, mais aussi en matière de formation continue pour ceux qui ont quitté le système. Grosso modo, pour être simple pour nos auditeurs, une école de la deuxième chance, mais avec beaucoup plus de place généralisée. Ouais. Un deuxième élément pour nous très important, c'est le mieux vivre dans ces quartiers, réhumaniser ces quartiers. Donc ça passe par un effort important en matière de transport, d'organisation, mais aussi, il faut le dire, d'urbanisme. Et en matière d'urbanisme, on a de la place dans ces quartiers. Il faut arrêter de céder au chant des sirènes qui disent qu'il n'y a pas de place. Il y a de la place. Et donc il faut reconstruire ces quartiers en ne pas hésitant à casser, à faire péter des barres, à refaire des cités qui sont devenues difficilement vivables. Soyons honnêtes. Et le dernier élément, parce que c'est un volet complet, c'est un volet économique. Si on veut redonner de la vie normale, il faut recréer des entreprises dans ce secteur. Il faut permettre aux entreprises qui vont s'installer de pouvoir embaucher, mais derrière, ça va recréer tout un tissu de commerce, de proximité, de café, de bar, de restaurant pour déjeuner, de buraliste. Une vie qui fait un lien social, bien avec sûr. Une vie économique normale, et pas que l'économie parallèle. C'est la seule solution à côté des efforts qu'on fera en matière de police et de justice pour remettre de l'ordre dans le quartier, dans ces quartiers, et pour faire que ça soit une chance et une réussite pour Marseille et pour notre territoire. Nous, on appelle ça la zone prioritaire de progrès social. Donc, on demandera demain à Jean-Marc Ayrault, au titre donc de l'État, de prendre ses responsabilités, puisqu'au fond, toutes les mesures que je viens d'évoquer sont des compétences de l'État. Donc, pour attirer les entreprises, c'est simple, on l'a vu, ça marche bien avec les zones franches. C'est une grande zone franche sur la moitié de la ville, pérenne, avec 15 ans d'aide. En échange de quoi? Chacun jouera son jeu. Nous, chefs d'entreprise, on est prêts à prendre notre partie de responsabilité là-dessus, en aidant à former, par alternance, ou en aidant à l'éducation nationale en disant ce qu'on a besoin, en embauchant, en créant des entreprises. Vous êtes prêts à vous mobiliser pour ça? On est prêts. Apparemment, il vient avec ce genre de choses. D'abord les transports, évidemment. La sécurité, il va en parler. Ils veulent rénover complètement la Castellane, qui est quand même une des résidences HLM dans les secteurs défavorisés que vous venez d'évoquer, qui méritent vraiment de l'aide. Mais est-ce que l'idée, justement, que vous avez, c'est pas plutôt un plan plus général? Est-ce que vous pensez qu'il arrive avec une idée comme ça, sur l'ensemble du territoire en danger? Je ne sais pas avec quoi il arrive, on verra demain. En réalité, je crois surtout qu'il faut faire attention aux effets d'annonce. Jusqu'à présent, il est venu avec beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, on a demandé des résultats concrets. Et des résultats concrets, ça ne peut pas être sur une cité. L'ensemble des cités des quartiers nord nécessite un effort important. Ces cités ont été conçues dans une période où on avait besoin de loger après la décolonisation beaucoup de personnes, mais où on n'a pas su faire la part des choses, on n'a pas su les garder, les conserver habitables, et elles ne correspondent plus au modèle d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évolution. Il faut mettre le paquet là-dessus. Et là-dessus, moi j'ai une autre proposition à faire sur cette ZPPS, qui est aujourd'hui une réalité, c'est de dire on a besoin des décisions de l'État, d'une décision unique, on a besoin des aides de l'État, mais on est aussi capable, nous entrepreneurs, de trouver des financements. Et à ce sujet notamment, la Caisse des dépôts pourrait être intervenante, pourrait participer, pour aider à financer ces projets importants. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que sur une grande zone, et pas faire du saupoudrage sur certains endroits, sur une grande zone, au moins la moitié de la ville, il faut faire un plan complémentaire à celui de la sécurité, qui passe par le développement, la réurbanisation, le développement de l'éducation et le développement de l'économie normale, pour supplanter l'économie souterraine. Et pour ça, on est prêt, nous, chefs d'entreprise, à se mobiliser, on est prêt à aider à trouver des financements complémentaires, mais il faut une décision de l'État, et il faut un décideur unique en face, et pas une kyrielle de décideurs locaux, comme on sait le faire sur ce territoire. Bon, je pense que là, le message est passé, donc, ça devrait se passer comme ça, voilà. Je vous ai dit, c'était un message en tant que président de l'UPO 13, mais vous êtes aussi un des acteurs de l'immobilier ici dans la région, et c'est vrai que ce matin, on parle beaucoup dans nos journaux locaux du réveil du BTP,
et des effets pervers du détachement des salariés européens. Apparemment, il y a énormément de salariés européens qui viennent travailler ici. Ils ont des salaires qui correspondraient, normalement qui doivent correspondre à notre pays, mais les charges sociales sont payées dans le pays qui les envoie. C'est-à-dire si on a un travailleur polonais, on paye les charges en Pologne. On s'est rendu compte également qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient ici comme ça, mais qui n'étaient pas déclarés. On parle sur tous les secteurs de 300 000 personnes en France, et pour le BTP de plus de 63 000 personnes, ce sont des chiffres de 2011. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Vous l'avez constaté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr que c'est vrai. D'abord, on ne s'en rend pas compte ce matin, et le bâtiment pousse un cri d'alarme, qui est un cri d'alarme parce que c'est un cri d'alarme pour l'emploi. Bien sûr. C'est un cri d'alarme pour les Marseillais. C'est un cri d'alarme pour les Provençaux. C'est un cri d'alarme pour les travailleurs français. Enfin, on a laissé faire jusqu'à pour maintenant. Les travailleurs français, oui, on a laissé faire. Le problème, il est très simple, c'est que ces décisions elles sont prises au niveau de l'Europe et que nos politiques français en Europe, ils sont absents. Nos politiques français, le jeu européen, ils ne les comprennent pas. La représentante, la commissaire européenne qui est en charge de ce sujet, elle est polonaise. Si en face, vous n'avez pas des politiques qui s'intéressent au sujet pour défendre, donc il y a bien une absence de politique français dans ce débat-là, mais on le voit au niveau des normes avec les Allemands et où on n'est pas très bon non plus. C'est une politique européenne qui n'a pas été C'est une politique européenne pour laquelle les Français n'ont pas su se préparer et se défendre, n'ont pas su défendre le modèle social français. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le modèle social français, qui est notre particularité et qu'il faut qu'on défende avec l'Europe et avec la mondialisation, sinon on sera en situation gravissime. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce modèle social français n'est pas expliqué, n'est pas défendu par les Français au niveau européen, par les politiques français au niveau européen, quels qu'ils soient. Et on arrive à des catastrophes économiques. Donc aujourd'hui, c'est je suis désolé, c'est un coup de gueule que donne le bâtiment en disant la situation est très grave. La situation est très grave parce que sur les marchés, les entreprises qui sont étrangères, et vous étiez gentil en disant tout à l'heure que les salaires devaient être les mêmes, mais la réalité, c'est pas ça. Pas ça du tout. La réalité, c'est qu'ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés que les salariés chez eux, mais ils sont moins cher payés que le SMIC chez nous. C'est ça. Donc en réalité, la concurrence, elle est complètement déloyale. La concurrence est complètement déloyale. Et dans les appels d'offres, et même les appels d'offres publics, finalement, on ne tient pas compte de ce critère. Ça veut dire que dans le cri d'alarme du BTP de ce matin, c'est le secteur du BTP, mais d'autres auraient pu le faire. Tout ce qui est bâtiment. On dit aussi aux décideurs publics, attention, quand vous choisissez uniquement en fonction du prix, vous détruisez l'emploi ici pour favoriser l'emploi d'autres. Donc on ne peut pas avoir un double langage. À un moment donné, il faut être responsable. On ne peut pas vouloir se battre contre le chômage pour faire de la priorité l'emploi, ce qui doit être la priorité. Et le travail au noir. Et donc se battre contre le travail au noir et accepter de l'autre côté qu'on ait une concurrence déloyale avec des gens qui sont payés à moitié prix de ce qu'on est payé ici ou au tiers du prix de ce qu'on est payé ici et des charges sociales payées à l'étranger et beaucoup moins cher. Parce qu'en plus, on aggrave nos déficits. Bien sûr. On aggrave nos déficits parce que les charges ne rentrent pas ici et on fait des chômeurs en plus ici. Donc on est dans un système complètement fou. On est dans un système complètement fou où en plus la consommation se fait dans les autres pays. Donc il faut absolument aujourd'hui prendre conscience, et je crois que la période est propice puisqu'on est à quelques mois d'élections importantes européennes, qu'il est nécessaire de défendre le modèle social français au niveau européen. 70% des textes votés en France par le Parlement français ne sont que des transpositions de règles européennes. Il faut le savoir. L'enjeu aujourd'hui, mais déjà depuis des années, c'est plus l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est le Parlement européen. Les politiques français ne l'ont pas compris et ne l'ont pas dit aux Français. On a un vrai sujet aujourd'hui, la mondialisation, elle est là, le village, il est mondial, et donc nous, notre niveau de jeu aujourd'hui, c'est l'Europe. Ça, il faudra bien donc il faut donner du poids politique à l'Europe, et il faut que parmi les politiques français, on ait des gens qui s'engagent réellement, pour défendre le modèle social français au niveau européen. Alors à Marseille s'ouvre hier s'est ouvert la semaine économique de la Méditerranée. C'est donc ici avec un thème intéressant puisque c'est la stratégie de développement culturel augmente les performances économiques d'une ville. Nous on l'a vu ici à Marseille avec la capitale européenne de la culture. C'est la 7e édition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette semaine économique de la Méditerranée, ça fait avancer les choses et ça aide aussi localement ici les acteurs de la vie économique? Est-ce que c'est juste un entre-soi et un rassemblement pour discuter? En tout cas, le sujet nous concerne vraiment. On a vu la différence avec une capitale européenne de la culture. Alors évidemment, le sujet est pleinement d'actualité à Marseille. Et finalement, on le découvre, presque je dirais, à Marseille, mais il est d'actualité de partout et depuis très longtemps. La renaissance d'un grand nombre de villes qui avaient des difficultés, mais même des villes plus compliquées, s'est passée grâce à la culture, au côté artistique.
Bien sûr que la semaine économique de la Méditerranée, c'est une chance pour ce territoire. C'est le moyen aussi de faire de la coopération avec l'ensemble des rives de la Méditerranée, de rassembler. Et toutes ces initiatives vont dans le bon sens, puisqu'on sait que globalement, c'est un des moyens de développement économique fort du travail entre ce que moi j'appelle ce lac qui nous sépare d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Donc tout ça, c'est assez positif. Il reste que pour l'instant, il faut aller encore plus loin. On est au début d'une collaboration. C'est bien parce qu'on pose la place de Marseille comme capitale peut-être de cette future méditerranéenne, en tout cas avec un rôle important à jouer. Et ça vient faire l'écho d'un certain nombre d'autres initiatives. Je vous rappelle que dès 2008, avec la Chambre de commerce, l'UPE13 avait organisé les Med Business Day, qui étaient beaucoup plus pratiques, beaucoup plus entrepreneuriales. Et dès l'an prochain, on recommencera le même principe avec les patronats du pourtour de la Méditerranée pour faire rencontrer des gens qui viennent faire des échanges et faire du business entre eux pour créer des liens. Cette ville de Marseille, avec son multipote culturel et multiculturel, a une chance extraordinaire. C'est ce que j'appelle, moi, une ville-monde. C'est une ville-monde. Elle a les ressources pour pouvoir travailler avec le monde entier. Elle a la culture pour pouvoir travailler avec le monde entier, puisqu'elle a été organisée avec une succession de strates différentes d'immigration. Et aujourd'hui, de ça, on doit en tirer une leçon. On est déjà dans la mondialisation et on doit pouvoir en tirer une leçon. On doit pouvoir en tirer un intérêt. Donc tout ce qu'on fait autour de la Méditerranée est positif. Bien. Et au-delà, encore mieux. Il faut qu'on soit beaucoup plus concret pour qu'on puisse faire du business. En fait, c'est le même message que vous avez passé au Premier ministre. Parler, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Vous le savez, nous, entrepreneurs, on sait qu'on fixe un cap, on décide quelque chose, on a une vision, puis après, on se met à travailler et on fait des choses concrètes. On ne sait pas faire que parler, parce que, et heureusement d'ailleurs, sinon nos entreprises... les choses avancent. Alors, une bonne nouvelle ce matin dans nos journaux, on terminera avec ça, c'est qu'on a passé, ça y est, le cap historique du 1 million de croisiéristes, ici, à Marseille. Ça, c'est important, et ça, économiquement, ça devrait retomber. Alors oui, c'est très important. Deux, ça fait plaisir. Et moi, je voudrais ce matin rendre un hommage. Je voudrais rendre un hommage à Jacques Truot. Il s'est battu de façon incessante. Tout le monde l'a pris pour le fada, comme on dit ici. Le fou illuminé. Quand il y avait 150 000 croisiéristes qui venaient dans cette ville et qu'il a dit on aura dans 10 ans 1 million de croisiéristes, tout le monde le prenait pour un fou. Cet homme a une vision. C'est un chef d'entreprise qui a une vision, c'est le fait qu'on pouvait développer le tourisme maritime. Et qu'il n'y ait pas de raison que les bateaux passent de Naples à Barcelone sans s'arrêter chez nous. Bien sûr. Il a eu raison, il a gagné. Donc on doit lui tirer notre chapeau. Et au-delà du million, maintenant, on doit aller plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut aller plus loin, il faut qu'on se donne les moyens. Il faut agir aussi. Il faut qu'on se donne les moyens d'accueillir dignement, de réagir, de créer des terminaux de croisière importants. Et donc le port est en train de faire un certain nombre d'efforts. Il faut qu'il aille plus loin. Le grand port maritime doit aller plus loin pour accueillir dignement là-dessus. Il faut qu'on mette, comme dans toutes les villes du monde, vous allez à Miami, vous arrivez dans ce port de croisière, juste en face, vous avez la ville qui est ouverte, vous avez les hôtels, les boutiques. On va avoir les terrasses du port, on va réagir, les foot de la Major. Sauf que les croisiéristes, pour l'instant, ils n'arriveront pas aux terrasses du port. Ils sont encore plus loin. Donc il faut qu'on arrive à corriger tout ça, même s'il y a des problèmes de profondeur, mais s'il y a des problèmes techniques. Vous savez, les problèmes, le chef d'entreprise est habitué à dire que son métier, c'est de résoudre des problèmes. Absolument. Il y a des problèmes, nous on va trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions. Si on veut poursuivre cet effort et cette vision de Jacques Truot, il faut aller plus loin. Dernière chose, si je peux me permettre, je voudrais donner aussi ce matin un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, pourquoi ? L'UPE13 organise avec un certain nombre d'organisations la semaine école-entreprise du 18 novembre au 22 novembre. Absolument. La semaine école-entreprise, c'est très important. C'est quoi ? C'est un peu de temps de chef d'entreprise qui est dégagé pour aller expliquer ce qu'est notre métier, ce qu'est notre passion, ce qu'on fait, donc résoudre des problèmes, créer de la richesse aux jeunes dans les écoles. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent ce matin, parmi les auditeurs, il y a des cadres, il y a des chefs d'entreprise, il y a des salariés. Je fais un appel aux cadres dirigeants et aux chefs d'entreprise en leur disant c'est plus de 9000 jeunes qu'on va voir avec ceux qui sont mobilisés. Si vous avez envie qu'on envoie un peu plus, mobilisez-vous, inscrivez-vous, prenez contact avec le site de l'UPE13, www.upe13.com ou avec l'UPE13 pour vous inscrire, pour aller présenter votre métier, pour aller présenter ce que vous faites tous les jours dans nos élèves de 3e, dans les classes de 3e. Pour qu'un jour, quand ces jeunes arrivent au bac, il n'y ait pas 70-75% de ces jeunes qui ont envie d'être seulement fonctionnaires. Voilà. Moi, le message que je passe, c'est un appel que je donne. Je pense qu'on peut ensemble prévoir un meilleur demain. À nous de nous mobiliser. Surtout que s'ils ont envie d'être fonctionnaires, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de places de fonctionnaires. Dans les années à venir, ça va se compliquer. Ils vont être très déçus. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin pour toutes ces précisions. Donc on se donne rendez-vous le premier jeudi du mois prochain. Ce sera donc en décembre.